Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour et bienvenue sur Juste Milieu avec un visage que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir à nouveau pour la 3e fois, d'après les comptages des syndicats et de la police, Karl Zéro, qui est avec nous et avant toute forme de débat. Cher Karl, comment vas-tu ? Écoute, très bien, dès que je te vois, j'ai la banane, moi, qui me fait marrer, donc de toute façon, je suis toujours content de participer à Juste Milieu. Eh ben voilà, que du bonheur, que du bonheur. On a la banane, on va commencer avec le sourire. Après, on a des sujets un petit peu plus lourds qui nous attendent, mais toujours commencer avec le sourire, on n'oublie pas. Et d'abord, quelques mots, voilà, d'introduction, que tu nous dises où on en est, comment se porte l'aventure, l'envers des affaires, c'est ta revue dans les kiosques, inonde les kiosques, quelles sont les nouvelles du front ? Bon, inonde les kiosques, c'est un grand mot. Écoute, voilà, c'est le numéro 13, il vient de sortir, c'est un trimestriel. Alors, ce qui est amusant à savoir, c'est que c'est le seul titre de presse en France qui ne perd pas d'argent. Il n'en gagne pas, mais il n'en perd pas. Tous les autres tiennent uniquement grâce à des subsides de l'État. Tu sais que l'État file je ne sais pas combien de millions par an à Libération ou à l'Express. Ouais. Ils les maintiennent à bout de bras. Nous, on est une petite équipe, on fait notre petit journal, on le sort et on a un petit public. Mais enfin bon, on vend entre 15 et 20 000, c'est quand même pas mal, c'est pas ridicule. Après, c'est assez curieux parce que c'est un public, j'ai pas pu faire d'études parce que ça coûte trop cher le marketing, mais je vois que les gens qui l'achètent, c'est pas la même population qui, par exemple, me suit sur le net. C'est d'autres gens. Je dirais c'est plus large et c'est plus populaire que sur le net. Et c'est, en fait, ce qui est intéressant, mais c'est un peu comme ce que tu fais toi au travers de toutes tes aventures juste milieu, c'est d'être son propre maître et de pas être obligé d'écrire ce que les autres vous intiment l'ordre d'écrire. Ce que j'ai malheureusement enduré du temps, parfois de Canal+, et encore, il y avait une grande liberté grâce à De Greff et tout. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie, en vrai, et de raconter exactement ce qu'on pense. Donc, ça me permet d'ailleurs tu vois, par exemple, il y a une espèce de portrait d'Alain Delon dans ce numéro qui n'a, on pourrait dire, strictement rien à foutre dans l'envers des affaires. Et pourtant, si, d'abord parce que je l'ai bien connu et qu'il faut établir quelques vérités, parce que j'ai lu des trucs sur lui que j'ai trouvé injustes. Par exemple, il y a ce fou de Forêt qui l'accuse d'être pédophile à Marrakech. Et franchement, moi j'ai connu Delon, il n'était pas du tout pédophile. En revanche, il était, disons, porté sur les choses du sexe et je pense qu'il était bisexuel toute sa vie. Mais je ne pense pas qu'il et être bisexuel, que je sache, je sais pas, tu vois, Oui. On a le droit, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, être, en tout cas chez les adultes, être pédophile, voilà, là, j'aurais pas apprécié. Voilà, donc, tu vois, je peux me permettre de faire un long portrait d'Alain Delon en racontant ce qu'on a pu traverser ensemble, et en même temps rester sur mes sujets bon, je crois que tout le monde a fini par comprendre. Et ce qui me motive réellement, c'est d'en finir avec la pédocriminalité en France. Et donc de faire chier tout le monde jusqu'à ce que des lois, enfin, soient prises, des décisions soient prises. Parce qu'en vrai, on parle, mais finalement, à l'arrivée, il n'y a jamais rien. C'est-à-dire, on sent que... on constate en réalité, dès que ça veut aller un peu trop loin, ça freine au niveau des pouvoirs publics. Et ça vaut pour les aveux qui font la couverture, les placements abusifs, mais ça vaut pour les affaires d'inceste, mais ça vaut pour les réseaux pédocriminels. On est bloqué et il faut qu'on arrive à faire péter le plafond de verre. Et c'est non. Je pensais pas que ça serait aussi long, en vrai. Et justement sur ce sujet de la lutte contre la pédocriminalité, on connaît ton engagement de longue date aujourd'hui. Et par rapport à l'envers des affaires, sur le plan éditorial, comment tu construis un petit peu chaque numéro ? On sait que dans quasiment chaque numéro, il y a un sujet qui traite de la pédocriminalité, de la lutte contre la pédocriminalité. Mais comme tu l'as dit, parfois tu vas, là c'est dans le numéro 13, c'est sur l'article que tu proposes sur Alain Delon. On a la recherche de Tiffaine Véron, par exemple, au Japon. Cette affaire-là, j'ignorais, j'en avais entendu parler de loin, mais qu'une affaire est effectivement gravissime. Comment tu construis avec ton équipe la trame éditoriale de chaque numéro ? En vrai, je m'intéresse un peu à tout comme toi,
Et parfois, je me dis, tiens, là-dessus, j'aimerais en savoir plus. Alors, je cherche à rentrer en contact, si tu veux, avec les personnes pour les interviewer, pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui justement n'est pas sorti ailleurs ou qui va, je sais pas comment on pourrait dire, raconter l'époque. Parce qu'au fond, le journalisme, c'est être curieux d'abord et puis raconter l'époque. Et c'est toute la difficulté quand t'as pas une énorme rédaction et que tu fais travailler plus ou moins des copains en réalité. Tu vois, les journalistes, c'est des mecs que je connais. Tu vois, si tu prends Jordanov, il était déjà avec moi du temps du vrai journal. Antoine Boitel, c'est un garçon qui avant travaillait pour RP et puis qui s'est retrouvé sur le carreau. Maintenant, il a retrouvé du boulot, je crois, à 20 minutes. Mais c'est un mec que je fais bosser régulièrement. Et puis sinon, il y a des pigistes d'occasion. De temps en temps, j'appelle quelqu'un en disant, tiens, voilà un sujet qui pourrait t'intéresser ou vous intéresser si je le connais pas. Et voilà. En fait, c'est la curiosité, en fait, qui est je dirais, le truc dominant. Après, effectivement, c'est vrai que la lutte anti-pédocriminelle est le gros sujet dans l'envers des affaires. Je traite pas, par exemple, souvent d'affaires politiques ou financières, parce que c'est déjà très, très couvert. Et je pourrais pas, j'apporterai pas grand-chose. Au départ, si tu veux, la renommée du titre s'est fait sur le fait d'expliquer que beaucoup des pervers isolés, comme on dit, des prédateurs isolés n'en étaient pas et étaient souvent des gens qui travaillaient pour des réseaux ou qui, de temps en temps, travaillaient pour des réseaux parce que tuer des gens, violer des gens, ça ne rapporte pas d'argent. Et donc, en fait, le nerf de la guerre, c'est aussi d'utiliser ses capacités, on va dire, de serial killer pour pouvoir boucler ses fins de mois ou même vivre très largement. Et de fil en aiguille, en fait, la pédocriminalité, c'est si vaste que j'ai voulu essayer de toucher à tous les sujets un par un. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de docs et du coup, j'ai créé une plateforme Carl Zero TV. Et en créant cette plateforme, j'ai fini par faire des bénéfices, certes pas énormes, mais des bénéfices. Et donc, je me suis dit, ces bénéfices, faut les réinjecter dans un combat où je vais mettre les mains dans le cambouis. Et j'ai créé Justice pour l'enfance, qui est un collectif d'avocats, 39 avocats répartis sur la France, et on s'occupe d'enfants. Et c'est des affaires d'inceste, c'est des affaires aussi qui sont liées à l'ASE, de placement abusif. Mais nous, on va plus aller vers ce qui est violence sexuelle. Les placements abusifs, ça peut être des placements juste stupides. C'est deux choses un peu différentes. Enfin, dans le dossier sur les placements abusifs, on explique les différentes formes de placements abusifs qui peuvent exister et qui sont très nombreuses. Ce qu'on sait, c'est que, en gros, 80% des gosses placés n'ont pas à être placés. Souvent, ils sont placés pour des raisons stupides, absurdes, parce qu'il y a derrière, il y a une grosse machine, l'aide sociale à l'enfance, qui fait travailler des assos, et ces assos touchent de l'argent par enfant placé. Donc, c'est en même temps un scandale financier. Donc, évidemment, quand un enfant est abusé, violé, c'est très bien qu'on le retire de chez le violeur et qu'on le place, mais c'est malheureusement pas la majorité des cas. Souvent, c'est juste, bon, il a des parents qui peuvent paraître un peu étranges ou qui, tu vois, ou qui fument un joint, et tout de suite, on va le retirer et en fait, on va casser sa vie. Ils réfléchissent pas. La machine s'est emballée, elle est devenue folle. Et puis parfois aussi, les services sociaux décident de placer l'enfant chez le père prédateur. Ça arrive encore extrêmement souvent. Et donc ça, c'est insupportable cette idée. C'est-à-dire de dire ah non non, la mère est hystérique, donc il vaut mieux le laisser chez le monsieur parce que le monsieur il a beau être pédo, il présente bien, il a la voiture qui va bien, le métier qui va bien, etc. Et donc les services sociaux en fait sont complètement je sais pas comment dire, butés et stupides. Voilà. Donc, on parlait de comment je fonctionnais. Voilà, j'essaye de toucher un peu à tout. Je suis même allé sur le terrain des ovnis, alors que c'est pas du tout mon truc. Moi, perso, j'y crois pas, mais voilà que deux gars qui préparent un livre m'alertent en disant, bah, on a quand même un ancien des renseignements militaires et un militaire qui nous explique bon bah ok, on sait qu'il y a des armes secrètes, on sait mais il y a quand même des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. On voit des trucs qu'on se demande. Donc c'est bien de leur donner la parole, c'est intéressant. En fait,
comme disait l'autre, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc effectivement, ouais, un choix éclectique dans les sujets. Dans ce numéro, alors forcément, rattrapé par l'actualité ou pas, parce que, sauf erreur, tu l'avais déjà évoqué dans l'envers des affaires, c'est l'affaire Puff Daddy, qui a éclaté. Alors, t'en as déjà beaucoup parlé, hein, je renvoie nos spectateurs vers les super interventions que t'as faites chez Omerta et Clémence Oudiakova de Talk 5, qu'on embrasse évidemment. Mais pour prendre un peu le pouls, là, maintenant qu'on t'a aujourd'hui, on est le 12 novembre au moment où on enregistre, Trump a été élu président des États-Unis. Est-ce que pour toi, ça marque un virage dans l'affaire Puff Daddy, par rapport à tout ce que tu as déjà dit, hein, on va pas te faire répéter, mais est-ce que tu penses que ça marque un virage? Est-ce que l'affaire va être gentiment enterrée? Est-ce que le soutien de quand même beaucoup de célébrités qui étaient nommées dans cette affaire, le soutien à Kamala Harris, est plus que suspect? Comment tu te positionnes en croisant un peu cette affaire avec le contexte politique aux États-Unis? Écoute, ce que je vois, c'est que Trump a quand même fait beaucoup de déclarations au cours des années passées autour de la pédocriminalité. C'est tout ce côté, ce qu'on le reproche d'ailleurs parfois, de dire il est proche des thèses de Quanon, etc. Quanon ou pas Quanon, la réalité est que Trump se rend compte qu'il y a un problème. Et que ce problème, malheureusement, on l'a compris, est plus prégnant chez les démocrates que chez les républicains, semble-t-il. En tout cas, toutes les affaires autour d'Hillary Clinton, de Bill Clinton, Epstein, Weinstein, et tout le monde bariolé d'Hollywood, et donc des rappeurs aussi, puisque en fait c'est le même monde. Il y a pas d'un côté des noirs à casquette et de l'autre des acteurs célèbres blancs et DiCaprio, ou, tu vois, c'est le même monde qui se retrouve pour s'amuser. Et ils ont des formes d'amusement quand même cocasses. Donc, je pense que mais en même temps, Trump, n'oublions pas que Trump lui-même a été accusé de plein de trucs, qu'il n'est pas blanc-bleu. Il y avait une sombre histoire il y a une dizaine d'années de prostituées russes. Il était tombé dans une sorte de, à Moscou, hein, avant d'être président, de trucs où il était question de, je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, enfin, je sais pas comment dire, internautes, mais de prostituées russes qui lui urinaient dessus. C'est quand même pas banal, si tu veux. Il a des goûts aussi hauts en couleur. Après, il est pas pédo et il incarne une certaine Amérique, bon, je dirais un peu morale, un peu aux valeurs un peu chrétiennes, et qui on peut espérer que. Alors après, ça changera quoi à l'affaire de P. Diddy? Pas grand-chose. P. Diddy, maintenant, il est en cabane, mais je crains que ça ne soit que comme pour l'affaire d'Epstein, c'est-à-dire, lui, il finira par s'auto-suicider ou se faire suicider, et puis tous les petits copains qui participaient aux soirées, on ne saura jamais vraiment, quoi. Parce que évidemment, si tu as participé, tu vas tout faire pour qu'on ne le sache pas. Puis tout, bon, c'est comme partout. Les mecs se tiennent les uns les autres, non seulement par les couilles dans les soirées, mais aussi par les couilles le reste du temps, si tu veux. Voilà le problème. C'est l'un des rares moments où l'expression prend tout son sens, c'est vrai aussi. Donc, affaire à suivre en tout cas sur cette affaire-là, mais aujourd'hui, cher Karl, je suis doublement heureux de te recevoir, aussi pour parler d'un sujet très important que tu traites, hein, dans ce numéro 13 de l'envers des affaires, un sujet qui m'avait interpellé, j'en avais parlé dans Juste Bistrot, pour ceux qui suivent sur le Juste Milieu, il y a 4-5 mois environ, Libération avait fait un double article, donc sur 2 numéros différents, pour parler de cette affaire de pédocriminalité d'un réseau à Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris. On a vu des révélations faites dans Libération, et tu salues dans l'article les journalistes de Libération qui ont fait le boulot, effectivement, on les cite, Willy Ledevin et Mathilde Brasilier, et également Challenge avec Guillaume Mallory qui en a parlé, donc 2 articles qui ont révélé un réseau d'ampleur, qui mêle mais vraiment le gratin du gratin de la pédocriminalité connu déjà pour la plupart, hein. C'est Matzneff, c'est Foucault, c'est Balthus, on va en parler en détail. Donc tout ça sur la base des révélations faites d'Inès Chatin et Mathilde Brasilier. Voilà la carte, hein, que tu montres qui est dans l'envers des affaires, pour vous dire, c'est vraiment une affaire, mais il y a pas de comparaison dans l'horreur, hein, mais on est sur une affaire de l'ampleur de l'affaire Epstein à la française, on va dire. On est dans un quartier parisien avec tout le monde lettré, nos élites parisiennes. On est sur un réseau d'une ampleur inimaginable. Et ces révélations, pourtant faites dans Libération, donc on les critique à bon escient, mais il faut saluer le boulot,
n'ont été suivis de rien. Absolument rien. Alors, on va remonter un petit peu tout ça avec toi, cher Karl. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte de cette affaire inimaginable et dont on a curieusement plus parlé depuis la sortie d'à peine 2 articles? Écoute, alors moi j'en entends parler il y a 2 ans et demi ou 3 ans par maître Marie Grimaud, qui est à l'époque et qui est toujours avec son époux, qui est maître Constantino, en charge de la défense d'une femme qui s'appelle Inès Chatin, et qui vient les voir en disant, voilà, quand j'étais petite, dans les années fin 70, début 80, mon père, qui était un docteur très connu à Paris, recevait toutes sortes de gens, et là, il y avait des cérémonies, des gens connus, hein, donc elle cite mais nommément, hein, donc il y a quand même, pour dire le tonneau, t'as Claude Imbert, c'est quand même le mec qui a fondé Le Point, t'as Jean-François Revel, l'Express, académicien. Claude Imbert n'a pas réussi à être académicien. Et puis passaient alors il y avait évidemment Matzneff qui était dans le coup, et puis il y avait un homme qui est toujours vivant, qui est un François Gibault, qui est un peu le légataire universel de Céline, l'auteur Céline, et qui était aussi à la ville le copain de Philippe des Toubisseries. Donc le monde est petit, tu vois, tout ça est très étrange. Donc ce sont des gens qui participaient, je te dis, à des cérémonies où ils étaient comme dans les cérémonies pédosataniques, c'est-à-dire ils adoraient. Alors eux, c'était pas des Baphomets ou des diables ou des Lucifères ou des boucs ridicules. Là c'était plus gréco-romain. Ils partaient de l'idée que les Grecs étaient tous pédophiles, je veux dire il y a 5000 ans, et que c'était une chose et qu'il fallait revenir un peu ce goût pour les enfants, pour faire l'amour avec des enfants. Et donc, alors c'est quand même terrifiant. Il y avait leur truc, c'était ce coupe-papier en argent, Christophe, voilà, qu'ils introduisaient dans les différents orifices des enfants, d'Inès Chatin, et d'autres enfants que maître Constantino et Grimaud cherchent, parce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres témoignages. Mais le témoignage est accablant. Sinon, d'ailleurs, Libé n'y serait pas allé. D'autant que Libé s'est illustré à la même époque dans une défense des pédophiles éhontée. Donc, si Libé y est allé, c'est que il y a à dire. Et ce qui est curieux, effectivement, c'est qu'il y a eu un silence, mais total, à la sortie de ce papier. De même que dans l'affaire de Madame Brasilier, qui est la fille d'un architecte prix de Rome qui dirigeait la Villa Médicis et qui, lui, alors c'est l'autre partie du réseau, était copain avec Michel Tournier, prix Goncourt, Balthus, le peintre, Sioran, une espèce d'icône absolue d'origine roumaine, mais également Foucault, le philosophe, René Scherrer, le grand copain de Matzneff. Et donc, ce qui est curieux, et je remontre la carte, ce qui est curieux, c'est que tous habitaient au même endroit, au quartier latin, mais ils étaient distants de 2 rues. Et ce quartier latin, avec la brasserie Lippe qui est célèbre, où il est de bon ton d'avoir une place en bas et à l'entrée pour plastronner. Il plastronnait, alors que si tu es un mec normal qui vient à Paris, on te met au fond, ou pire, à l'étage. Donc il y avait une espèce de coterie. Mais moi, j'ignorais, évidemment, quand du temps de ma gloire, j'allais chez Lippe, quand je faisais le vrai journal et tout, je voulais plastronner en bas et j'étais côte à côte avec ces types-là et j'ignorais que ces types-là faisaient ça. Et il était aussi de bon ton à l'époque de prendre conseil auprès de sommités telles que Revel, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, est le père de Mathieu Ricard, qui est l'interprète du Dalai Lama, qui est le moine français bouddhiste, qui est pieds nus en hiver. Je le croise l'autre fois, il y a quelques années, je le croise, il était en sandales de moine, pieds nus, alors qu'il faisait -12. Je lui dis, t'as pas froid aux pieds, c'est le Bouddha qui te réchauffe. Enfin bon, je dis des conneries, mais voilà si tu veux, c'est un univers, c'est très, très, très curieux. Et ce qui est, alors je dis, c'est le silence des loups. C'est-à-dire, tout le monde s'est tu suite à la sortie de cet article dans Libé et suite aux révélations de Madame Brasilier dans Challenge. Et pourquoi tout le monde s'est tu? Parce que finalement, les gens qui sont au poste aujourd'hui, ils ont été formés par ces mecs-là. Ils ont été habitués à lire leurs livres, à leur décerner des prix, à les aduler.
ils ont été formés dans le travail de journalistes qu'ils exercent aujourd'hui dans les médias par des Imbert et par des Revel, qui étaient les gars qui, je sais pas comment te dire, c'était les chefs de gare, c'était eux qui organisaient tout. Ils faisaient partie tous les deux des grands clubs, le club du siècle, etc., comme Duhamel qui a giclé suite à l'affaire de la famille Grandet. Et on se rend compte, en fait, ça explique mieux, en fait. Voilà. Si on veut résumer, ça explique mieux le fait de ce que je te disais au départ, c'est que quand on est face à des cas d'inceste dans des familles huppées où alors on est couvert, tout se passe bien, le mec prend du sursis, l'affaire est étouffée, parce que ça existe depuis très très longtemps, que c'est comme un petit secret qui se refile entre eux, et ils arrivent à maintenir ça encore. Et quand je te disais péter le plafond de verre, il est là le plafond de verre. C'est ces gens-là qui continuent aujourd'hui. Alors eux, ils sont morts ou très très vieux, donc ils sont plus très, je veux dire, le gonfalon ne se dresse plus beaucoup. Mais en revanche, il y en a des plus jeunes qui évidemment continuent, et comme si de rien n'était. Et comme maintenant, j'ai cette association, et qu'il suffit d'aller sur justicepourlenfance.org et d'envoyer son appel, de rédiger un mail pour dire voilà ce qui m'arrive, on a aussi des affaires de réseau. Et c'est pas des affaires, tu vois, là, c'est plus du journalisme, c'est directement les défendre. Et on se rend compte aussi de la difficulté pour les défendre d'arriver à convaincre la justice. C'est-à-dire que quand tu vas voir la justice, je te parle du parquet, je te parle, tu vois, et que tu parles de réseau, ils sont déjà sous la table. Alors il faut essayer de trouver ça oblige tu peux pas dire les choses comme elles sont en réalité. Tu es obligé de dire c'est sectaire. Sectaire, ils comprennent un peu sectaire parce que ça leur fait penser à la secte dans Tintin, des gars qui ont des toges là et des trucs sur la tête et qui rentrent dans un arbre pour se réunir. Ils voient vaguement ou Raël ou ça leur fait penser à des trucs comme ça. En revanche, quand tu dis juste non, c'est des gars, ils se réunissent pour violer des enfants et en tirer une espèce de force surhumaine. C'est pas juste des pervers, ce sont évidemment des pervers, mais c'est aussi pour faire fi de toute morale et de tout ce qui relie à une notion, on va dire, de bon sens et de vivre ensemble et de religion et devenir des surhommes. En fait, c'est l'occultisme, c'est la magie sexuelle, c'est une sorte de grand glooby-boulga où plein de trucs interfèrent et les rendent complètement marteaux. Et c'est généralisé dans le sens où certains vont être plus... on l'a vu dans l'affaire de la petite Lola, avec Dabia qui avait été plus ou moins maraboutée, mise sous emprise par des mecs, tu vois, alors là c'était de la magie pré-islamique avec les djinns et tout, mais chez eux c'était gréco-romain, mais pas comprendre quoi, parce que oui, Socrate, tu comprends, Socrate était entouré de petits gitons, alors il n'y a pas de raison de pas faire pareil. Enfin, et alors donc, c'est bien souvent le refus aussi de la religion. Voilà. Au fond, c'est de vivre intensément, et puisqu'il n'y a rien derrière, ils partent du principe qu'une fois qu'on est mort, on est mort, on est dans la boîte, autant tout faire sur Terre. Donc, effectivement, c'est du no-limite. Et c'est ça, moi, qui m'étonne beaucoup et en même temps me fait assez peur parce que ce sont des gens qui sont véritablement prêts à tout. Y compris pour ne pas se faire pincer, évidemment, derrière, à utiliser des hommes de main pour menacer, combien d'affaires comme ça on a aussi de gens qui disparaissent mystérieusement, qui ont un accident de voiture, tu vois, voilà. Bon, je casse l'ambiance totale, là, pardon. Mais non, t'inquiète pas, c'est le sujet. Donc, il y a un bouquin auquel j'ai pensé en lisant L'envers des affaires. T'en as cité un autre, hein, qui est La Familia Grande de Camille Kouchner. Celui auquel j'ai pensé, c'est Le consentement de Vanessa Springora, parce que
elle-même évoquait déjà le nom de Sioran, chez qui se rendait Matzneff, qui était un petit peu son maître à penser. Vanessa Springora raconte les moments où elle y est allée en compagnie de Matzneff, mais tout ça pour dire que, avec ce que tu dénonces, et ce que tu dis, et ce qu'évoque l'article, on a quand même l'impression d'un système. Voilà, le philosophe Émile Cioran, d'origine roumaine, sauf erreur, qui était pas le plus fun, hein, effectivement, qui a écrit un bouquin qui s'appelle De l'inconvénient d'être né. Effectivement, quand on voit les gens qu'il avait autour de lui, on comprend mieux. Mais on a un sentiment de toute puissance de ce système, parce que je pense au consentement qui a été depuis adapté en film. Avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de Matzneff, on a une fictionnalisation de ce genre d'affaires, et ce que tu décris, hein, même quand aujourd'hui on va voir des juges ou des avocats en expliquant ces affaires, faut être très prudent parce que les gens ont peur et ne veulent surtout pas en parler, mais à l'inverse, j'ai l'impression d'un système tellement puissant qu'il dit, mais vous avez vu, on vous dit ce qu'on fait. On en fait des films. Libération sort un article, ils font leur boulot de journaliste, mais il n'y a aucune conséquence derrière. Il n'y a pas de scandale à l'échelle d'un Balance ton port, par exemple, alors qu'il devrait y avoir ça. Qu'est-ce que tu penses de cette impression, alors, qui doit pas nous inviter à baisser les bras, bien au contraire, mais il faut se battre contre un système qui est devenu surpuissant aujourd'hui, qui ne se cache même plus, finalement. Ce que ça m'évoque, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'y penser. C'est-à-dire, bon, en même temps, on peut pas leur jeter la pierre. Hein. La vie est difficile pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va s'encombrer la tête avec ça? Et en même temps, pour peu que ça arrive à un de leurs gosses, là, ils comprennent que finalement, même si on les faisait chier, en fait, on les fait chier. Enfin, moi, ils doivent dire, il raconte toujours la même chose à l'asile, le vieux. Mais en vrai, pour peu que ça commence, là, ils comprennent. C'est pour ça que il est très important d'expliquer, et je le fais à chaque fois, à ceux qui sont des jeunes parents, que leurs enfants, leur trésor, le trésor de leur vie, parce que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que des enfants, en vrai? Tu vois, c'est ça qui fait que la vie continue. Sinon, on est peu de choses. On est là, hop, on n'est plus là, tu vois. Donc, les enfants, c'est important. Alors, ces jeunes parents-là doivent faire très attention à la prunelle de leurs yeux. Il faut qu'ils fassent vraiment gaffe. C'est pas un hasard si les pédos, ils choisissent toujours des métiers autour de l'enfance. Donc, ils sont partout. C'est pas que des sommités comme Sioran ou Michel Tournier ou tu vois, ou des mecs. C'est le prof de sport, c'est le curé, c'est le, tu vois. Et c'est là où il faut vraiment être extrêmement prudent. Ça, c'est important. Alors après, effectivement, c'est accablant de se dire, voilà, au fond, ceux qui nous dirigent, ils sont pas tous évidemment pédophiles ou pédocriminels, mais quand ils savent que l'un des leurs l'est, ils ne le dénoncent pas et ils laissent pisser. Et ils courbent les chines parce que aussi le pouvoir de l'autre fait qu'ils se disent oui, mais si je commence à le dénoncer, il va m'arriver les pires. Et pareil pour les journalistes. Si je balance derrière, qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand ils ont le courage de balancer, effectivement, comme ce monsieur Ledevin de Libération, il a balancé et rien lui est arrivé. C'est juste le silence absolu, genre ah bon, bah passons à autre chose. Et les médias, moi je voudrais voir ça en boucle sur BFM et sur mais rien du tout, rien du tout. Ils vont nous bassiner avec leurs conneries au lieu de nous attends, c'est quand même c'est fascinant de penser que les gens qui dirigeaient Paris, ils dirigeaient en tout cas le monde des arts et lettres, de la culture et on va dire de l'intelligence. Donc c'était eux qui donnaient le là. Et aujourd'hui, il s'avère que ces gens-là étaient pourris jusqu'à la moelle et on ne fait rien, on ne dit rien et on fait comme si de rien n'était. Alors, ils ont retiré, par exemple, les livres de Matzneff, enfin une partie, notamment son journal où il cite, alors là, un nombre incalculable d'amis et de gens qu'il rencontre puisqu'il notait tout ce qu'il faisait. Alors, c'est pas, il raconte certains de ses agissements avec des mineurs, mais il va aussi déjeuner avec un tel, dîner avec un tel, prendre le petit déj avec un troisième. Et quand tu lis, alors ils ont retiré ça prestement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout le monde dedans. Mais tout le monde. C'est-à-dire les mecs que tu vois à la télé, les mecs. Et donc, tu te rends compte qu'il y a un vrai système. Et ce système,
il serait temps qu'il fasse amende honorable, qu'il s'excuse, je sais pas, tu vois, qui est, alors je demande pas une épuration, on n'est pas à la libération, tu vois, mais je demande juste que les mecs soient un peu humbles et disent, bon, c'est vrai, on a complètement merdé. On savait, on n'a rien dit parce qu'on était couards, parce qu'on avait peur pour notre carrière, parce que ou même qui nous explique que bon, finalement, ces mecs-là leur ont mis le pied à l'étrier, et que donc ils leur doivent quelque chose, et qu'aujourd'hui, ça les emmerde de chier dans la colle, mais enfin, qui réagissent quand même. Et là, il n'y a pas de réaction. Et Voilà, c'est pour ça que j'ai lié ces deux affaires pour revenir dessus, parce que personne ne le fait. Personne ne le fait. Or, c'est hyper important. Et tout à l'heure, c'est vrai que on évoquait l'affaire Epstein. Alors, la tournure est sûrement pas la bonne et elle est peut-être un peu trop, on va dire, putassière, mais on est face à une dynamique d'affaires qui rappelle l'affaire Epstein, avec Bien ses sûr. logiques de chantage, d'entre-soi. On n'a peut-être pas les caméras sur l'île privée, mais quand on voit ce que tu expliques avec Matzneff, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui des gens dans les médias, que ce soit des journalistes ou des intervenants juridiques, qui disent oh mais vous savez l'affaire Matzneff, il y a prescription, mais on a quand même toutes les preuves dans un livre. Il les a publiées, c'est ce que t'expliques. On a tous les noms, toutes les rencontres. Mais tout, 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 C'est tout, et sidérant. tout. Et il était invité constamment à la télé. Enfin, il suffit de prendre Pivot, Bernard Pivot, paix à son âme, mais il le recevait en gloussant, en disant oh vous allez fort. Et on avait l'impression que ça excitait vaguement Pivot, tu vois, qui se donnait des sensations en invitant cette pourriture. Et cette pourriture qui, d'ailleurs, est toujours libre, que je sache. Hein. Tu vois, il y a 2 enquêtes qui sont toujours en cours. Et en attendant, ben, il est logé auprès de la princesse, tu vois, enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais Et sans parler de tous ceux dont tout le monde connaît les noms et qui sont toujours là et qu'on emmène au Maroc. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. C'est abyssal, c'est abyssal. C'est Mais oui, donc c'est vrai que pour toi, on est sur une dynamique similaire à l'affaire Epstein, à ciel ouvert, c'est-à-dire des gens qui sont dans un entre-soi assumé. On va être très clair, on peut penser à Jacques Lang, certes jamais condamné, dont le nom est sorti dans bien des affaires, mais qui n'a jamais été condamné. Hein, c'est la justice, il faut le rappeler, qui n'a d'ailleurs jamais été poursuivi, si ce n'est en témoin assisté dans l'affaire de la Mamounia à Marrakech en 2008. Mais c'est tout. Mais ce qui est dingue, c'est que tous ces gens-là sont toujours à la télévision, dans les médias, et certains doivent peut-être leur présence aux gens que tu nommais tout à l'heure, les Jean-François Revel, Claude Imbert et compagnie. ben, évidemment, évidemment, c'est un petit monde. Si t'en fais partie, t'as la carte. Si t'as la carte, c'est la blague. Paf, tu peux faire ce que tu veux. Ben, si tu l'as pas, ce qui est le cas de la plupart des gens, ben, tu peux rien faire. Alors là, si tu te fais choper sans permis, là, en cabane. Tu vois, il y a 2 poids 2 mesures. À un moment, je veux dire, si on est en démocratie, on est vraiment en démocratie. La réalité, c'est qu'on n'est pas du tout. Donc, il n'y a pas de justice. Et ça, dès que ça touche à ce phénomène-là de la pédocriminalité, il n'y a aucune justice. Et c'est cela qu'on doit changer, tous ensemble. Et c'est nous qui allons le faire, parce que c'est pas eux qui le feront. Eux, ils sont contents comme ça. Donc, à dégager. C'est à nous de le faire. Et c'est heureusement qu'il y a ces médias maintenant, tu vois, on fait quoi là? On se parle par téléphone interposé, mais c'est fascinant. Quand on sortait un truc il y a 20 ans du temps du vrai journal, on était les seuls à la télé. Les autres continuaient à faire du journalisme pépère dans leur coin et tout. Mais aujourd'hui, tout le monde fait le vrai journal. Tout le monde. Il y a un nombre de chaînes, il y a un, tu vois, et enfin, ils l'entendent ce bruit de fond. Et ils ont très peur en réalité. Parce qu'ils voient qu'il y a des gens comme toi, comme moi, qui sont des gens normaux, mais sérieux, voilà, on fait le taf. Le taf qu'ils ont renoncé à faire au travers alors l'envers des affaires, le petit magazine, la petite plateforme, toi le juste milieu, tes tournées, etc. Et en même temps, tu dis des trucs, tu fais évoluer. Bon, ben, on fait tous le même boulot. Et maintenant, on est combien? Rien qu'en France, on est déjà au moins 15 ou 20 à faire ce truc-là. Donc c'est très important parce que c'est en train de faire changer l'opinion publique. L'opinion publique, moi, je l'ai dit récemment, mais je sais qu'elle est avec nous. Elle n'est pas contre nous.
Alors au début, on a oui, ils sont complotistes, machin, mais complotistes de quoi? Non plus. On n'est pas du tout complotistes, on est réalistes, pragmatiques, on voit les choses et on les dit. Et les autres, ils continuent à vouloir faire croire au grand public, ah mais non, mais attends, ils poussent. Ah, je suis ronchon aujourd'hui. Ah, mais je vois ça. Il est grognon, mon Carl Zéro. C'est vrai que d'ailleurs, sur ce point-là, il y a eu un désaveu terrible des médias qui nous expliquaient depuis 3-4 ans, en gros depuis le suicide d'Epstein, que tout ça n'était qu'un fantasme de la branche QAnon américaine qui fantasmait un réseau pédosataniste dans les élites américaines. Et finalement, Epstein, c'est grave parce qu'il avait des liens avec Trump. Ce qu'ils nous ont ressorti dans les derniers jours, hein, le Parisien notamment, dans les derniers jours avant l'élection. Enfin, je ne comprends pas comment des citoyens, sans forcément être très engagés dans l'actualité ou dans les causes dont on parle aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut encore être leurré par ces gens-là, par les fact-checkers et tout ce qu'on veut. Ben, je pense qu'il y a une lassitude de la part des gens aussi. C'est-à-dire, c'est plus facile de mettre la télé que d'aller à la pêche aux infos sur le net. Donc ils mettent la télé et puis ils se font gaver de conneries et puis je te dis, la vie fait que ils ont, comme disait l'autre, un temps de cerveau disponible limité pour essayer de comprendre les dessous de l'affaire Epstein ou de P. Diddy ou de. C'est loin, ça devient. Il faut que ça arrive à eux-mêmes ou à un proche pour qu'ils comprennent vraiment. Et là, le sol se dérobe sous leurs pieds parce qu'ils se retrouvent face à la machine. La machine dirigée par les mecs pour qui c'est normal. Au fond, c'est même pas, c'est normal, c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter. Ils violent des gosses, so what. Et là, ils comprennent. Ils prennent cher quand même. Et là, c'est là où on sert à quelque chose. En tout cas, au sein de l'assaut. Et de toutes les assos, parce que c'est pas que mon asso, tu vois, il y a plein d'assauts formidables aussi en France, hein. Il y a plein de gens qui se battent. Voilà. Et après, bon, comme dans toute chose humaine, au sein de certaines assos, il y a aussi des mecs assez bizarres. Enfin, bref. C'est compliqué, quoi. C'est sans fin, mais c'est vrai que c'est un rappel important que tu fais, c'est que ce qui est dénoncé et ce qu'on dénonce dans les grandes affaires qui nous semblent lointaines, c'est le sommet de l'iceberg, mais la pédocriminalité est un problème au quotidien qui existe partout autour de nous. L'idée de ce qu'on se dit aujourd'hui n'est pas du tout de dire ça ne concerne que les élites dépravées. Le problème de la pédocriminalité, c'est qu'elle est partout tout le temps et c'est l'engagement que tu portes aussi aujourd'hui. Oui, elle est partout. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais je peux le réexpliquer. C'est largement dû aujourd'hui. La moyenne d'âge du pédocriminel est 24 ans. Autrefois, c'était pas 24 ans, tu vois. Et ça, c'est à cause du porno, parce que les mecs, à force de se branler toujours sur la même chose, il leur faut toujours plus. Donc, du coup, ils montent dans les tours et puis terminent sur le dark web à regarder des enfants se faire violer. Voilà. Et après, ils veulent passer à l'acte. Alors, ils chopent la petite cousine, ils filment, ils essayent de le revendre. Et alors, c'est de pire en pire. Et les pouvoirs publics, bon, à la fois, ils sont très, très mesurés. Il y a quelques députés qui sont engagés dans cette cause, mais je les trouve toujours extrêmement mesurés. Et je pense que c'est plutôt un énorme coup de pied dans la fourmilière qu'il faut mettre que des mesurettes, des débats, des commissions Théodule, et puis encore récemment, hein, plus personne n'en parle, mais souviens-toi, suite au bouquin dont tu parlais, Macron a créé la Civise, et la Civise, ils ont mis un mec, et puis ils ont lourdé le mec, et puis c'est devenu quoi? Personne ne sait. Qui est en charge des enfants aujourd'hui? Tu saurais le dire? Moi, non. Est-ce que c'est... Il y a rien, c'est juste une fin de règne, un pénible, avec un Michel Barnier qu'ils ont ressorti du formol, c'est Hibernatus. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Non mais c'est vrai que oui, c'est un sujet sans fin et qu'il y a de nombreuses ramifications. Alors sans tout le temps remettre une pièce dans le jukebox, mais le symbole, le couple Macron est aussi le symbole de cette pédocriminalité d'atmosphère que la société a pris pour argent comptant, et on est peut-être plus assez habitué à voir ce qu'on voit, comme disait l'autre, dans la mesure où
Que Brigitte Macron soit un homme ou une femme, on s'en fout, c'est pas le sujet. Macron avait 14, 15 ou 16 ans selon les articles de journaux, mais en tout cas, il n'était pas majeur au moment de leur rencontre. Et notre système médiatico-politique a réussi à faire gober à 67 millions de Français, à part quelques-uns qui se sont posés des questions, que tout cela était normal. On parlait de Love Story dans Marie-Claire en 2017, par exemple. C'est peut-être la preuve de cette pédocriminalité d'atmosphère, non? Parce que en fait, c'est la même époque que le réseau pédophile du quartier latin. C'est-à-dire que euh, il était de bon ton d'encourager ce genre de relation. Il y avait un film qui a fait pleurer la France qui s'appelait Mourir d'aimer et qui racontait l'histoire d'une professeure qui tombait amoureuse de son élève et qui finissait par se suicider. L'affaire de Brigitte et Emmanuel, c'est mourir d'aimer. Sauf qu'elle ne s'est pas suicidée, elle est présidente, et il est président, enfin, femme de président, et il est président. Mais à l'époque, c'était bien vu. Les gens pleuraient pour ça en disant, mais oui, ils ont le droit de s'aimer malgré cette différence d'âge. Alors, admettons, disons que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en réalité, non. Un enfant ne doit pas être avec une personne qui a 20 ou 30 ans de plus. Non, évidemment. D'ailleurs, un enfant doit rester un enfant. Le problème, c'est de vouloir sexualiser à outrance comme ça l'enfance. Ça fait qu'on n'a plus d'enfants. Moi, ça m'agace beaucoup quand je vois des petites de 12 ans tu vois, qui se mettent en scène, elles se rendent même pas compte, quoi. Et tous les poussent à faire ça. Donc après, faut pas, tu vois, le problème de la prostitution maintenant dans les quartiers, il est mais monstrueux, monstrueux. C'est-à-dire les filles se prostituent pour s'acheter un truc qui les fait rêver, un sac, des chaussures, des conneries. Elles ont même pas l'impression de s'avilir en le faisant, même pas. C'est quand même fou. Et elles ont des mecs qui ont 16 ans, 17 ans. Tu vois, alors, et elles ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Elles voient défiler des mecs. Mais pour elles, c'est, bon, voilà, je me sers de mon cul, pourquoi pas. Il y a quand même, tu vois, moralement, je sais pas, il y a un truc qui va plus du tout, quoi, dans notre société, mais plus du tout. Alors, il est réac, je suis pas du tout réac, j'étais même, enfin, merde, ceux qui ont vu le vrai journal voient bien, j'ai jamais été, ni d'extrême droite, ni réac, ni quoi que ce soit, mais trop, c'est trop. En vrai, trop, c'est trop. Là, ça devient trop. Donc, à un moment, il faut dire stop. Et personne ne dit stop. C'est pas Michel Barnier qui, même s'il disait stop, tout le monde rirait. Donc, tu vois, il faudrait comme, alors, j'appelle pas de mes voeux l'arrivée de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, et encore moins de Zemmour. Je voudrais juste des gens de bon sens. Juste des gens normaux. Des gens à qui on peut faire confiance, voilà. Et justement, sur ce volet politique, on se rappelle de l'initiative que tu avais portée en 2020, aux élections présidentielles 2022, donc aux dernières en date, quand tu étais allé questionner les candidats et leur proposer une liste de mesures pour lutter contre la pédocriminalité. On se rappelle qu'à l'époque, ça avait été timidement suivi des faits. Enfin, l'engagement, qui s'était engagé précisément, tu peux nous rappeler Oh, bah, alors, voilà, ce qui est curieux, c'est que on était allé avec un peu tous ceux qui étaient dans le film. Ça allait de Homer Asselier à Arnaud Gallet. Bon, et Marine Le Pen elle connaissait le sujet. Alors c'est peut-être sa formation d'avocate et elle était concrète et on pouvait parler réellement des mesures. Donc la plupart des mesures, elle était d'accord. Certaines, elle trouvait que ça allait trop loin, trop fort. Et les autres, ils nageaient en vrai. Ceux qui ont accepté de nous recevoir, parce qu'il y a Macron, il n'a pas voulu, Mélenchon n'a pas voulu, Yannick Jadot n'a pas voulu. Ce qui pour moi était un crève-cœur, parce que c'est quand même, moi je venais plutôt de ce côté-là. Tu vois, et finalement c'était plus la droite ou Dupont-Aignan ou qui nous recevait. Donc c'est quand même assez curieux quoi de voir que alors ces gens-là de la gauche sont-ils encore marqués du sceau de l'infamie des années 70 où il était de bon ton de dire ah oui mais dans le cadre de la libération sexuelle pourquoi pas les enfants. Ça c'est un truc que j'ai eu du mal à l'avaler. Et c'est vrai que ça devrait être le sujet de société numéro un.
Parce que si on arrivait à notre génération à faire changer ça, ben dis donc, c'est un truc qui existe quand même depuis bien trop longtemps. Alors, ce qu'on a réussi à faire pour les femmes, qu'on est en train de faire pour les femmes, pourquoi on ne le fait pas pour les enfants? Franchement. Tu vois, on a un problème de morale. Un problème de morale. Et tu as vu l'évolution depuis ton arrivée dans le monde de la télévision et des médias. L'évolution que tu as vue sur ces questions liées à la pédocriminalité, c'est surtout moral ou même dans les comportements, dans la normalisation, parce que loin de nous l'idée de dire que ça n'existait pas avant, hein, bien au contraire. Après, à mesurer si c'est pire ou moins pire selon le volume d'affaires, ça, ce serait compliqué à dire. Mais c'est surtout sur le plan moral, toi, que tu as perçu une évolution. Bah, oui, parce que si tu veux, le problème, c'est qu'il y a pas de réelle prise de conscience. Il y a aujourd'hui une prise de conscience, je pense, je te l'ai dit, du grand public, de l'opinion publique. Globalement, oui. Après, c'est bizarre, c'est une question qui n'est jamais posée par les instituts de sondage. C'est pareil, c'est un truc, ils évitent. Bon, c'est comme la peine de mort pour bon, ils veulent pas en parler. Alors que tout le monde est d'accord en vrai. Pourquoi les peines pour les pédocriminels sont si légères? Pourquoi ils se retrouvent avec tu rentres chez toi, tu prends de l'androcure qu'ils prennent même pas et qui d'ailleurs ne sert à rien, un bracelet électronique et va jouer. Pourquoi on les met pas en cabane pour qu'ils comprennent, pour qu'il y ait un danger? Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. En plus, quand ils font ça, ils sont couverts par leurs institutions, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les ASE, que ce soit, ils sont couverts. Il y a pas de réaction véritable. Il y a pas de prise de conscience. Et il n'y a pas grand monde qui t'écoute quand tu vas leur parler, parce que c'est plus facile en fait de s'emparer je sais pas, du chômage ou du prix de naissance pour un politique, de faire un combat autour d'un truc plus mainstream, on va dire, que de parler d'un sujet profondément, évidemment important, mais profondément moral. Parce que la morale fait peur. Tu vois, et c'est moi qui le dis, et moi je suis pas un père la morale, putain, j'étais quand même fantaisiste buccal à nulle part ailleurs avec Albert Algou, et tu vois, non mais attends, alors on va dire, ah bah il vieillit, non, c'est pas une question d'être vieux, j'étais déjà moral. Déconneur, je ne suis à mort, mais moral. Voilà. Et essayons de se relancer dans le positif sur ces questions-là. Effectivement, comme tu l'as dit, l'engagement, c'est l'engagement de tout le monde qui fera changer les choses. Donc on ne désespère pas, on est là, tu es là. Merci, cher Karl, hein, déjà pour toutes tes réponses et puis pour nous amener gentiment vers la conclusion. Quelles sont un petit peu voilà tes nouvelles aventures, les nouvelles actualités. Donc l'envers des affaires numéro 13, déjà en kiosque. Qu'est-ce qui t'attend un petit peu? Les nouveautés sur Karl Zero TV, le numéro 14, l'envers des affaires, peut-être des surprises. Dis-nous tout. Alors, les actualités, maintenant. En bref. Les actualités de Karl Zero. Bonsoir. La France a peur. Non, mon actualité, bah, c'est de continuer. Hein. C'est du boulot parce que quand tu as sorti le 13, tu prépares le 14. Quand tu as une plateforme, tu cherches des docs à mettre sur ta plateforme. Donc, je rappelle, Karl Zero TV, c'est... maintenant, on est à 220 films documentaires, etc., autour de la pédocriminalité. L'abonnement, c'est 5 € par mois et les bénéfices vont à Justice pour l'enfance. Après, alors anecdote, mais marrant. La semaine prochaine, Netflix fait une série doc sur l'affaire Allègre. Okay. L'affaire Allègre, c'est quand même là où j'ai découvert l'envers, non pas des affaires, mais du décor, sur ta région de Toulouse. Et donc, ça fait 2 ans qu'on parle ensemble avec la prod de cette série doc. Et donc, la semaine prochaine, je tourne. Et donc, je vais raconter ma version, parce que finalement, j'ai jamais vraiment raconté ce que j'ai compris dans cette affaire-là.
qui est très proche, parce que c'est toujours la même histoire, sauf qu'à l'époque, moi, j'ignorais tout. Je savais mais très vaguement que peut-être des fous complets violaient des enfants, mais j'imaginais pas qu'il y avait des réseaux. Je savais rien de tout ça. Je suis tombé de ma chaise, moi. Et, et je me suis pris la claque de ma vie, puisque j'ai fini par être lourdé, devoir fermer ma boîte, etc., et repartir de zéro, avec mon nom. Donc, j'ai quand même énormément appris, compris et enduré après, à cause de cette histoire. Donc, pour moi, c'est très intéressant, parce que la boucle est bouclée. Et il n'y a eu que des trucs, des docs autour de ça, mais honteux, scandaleux, qui n'allaient que dans un sens. Toujours autour de la personne de Baudis, Saint Baudis, quand même pas poussé. Donc, je vais essayer. Après, on verra ce qui monte, ce qui garde dans la série doc. Mais moi, je vais dire exactement ce qui s'est passé. Excellent, excellent. Bah, on a le scoop alors. On a le scoop en avant-première. Parce que, et tu sais d'ores et déjà que tu seras un intervenant parmi tant d'autres. Tu n'es pas le narrateur de cette série reportage. Non, parce que c'est pas une série. Si j'étais le narrateur, ça serait ma série. Ouais. Là, c'est une série et c'est Netflix. Netflix se doit d'être un peu objectif et donc de donner la parole aux uns et aux autres. Mais il y a des bons exemples. Par exemple, ils avaient fait un truc sur le vol MH370. Oui. Tu sais, cet avion dont on ne sait toujours pas où il est passé et dans lequel il y avait plus de 200 personnes, dont la famille d'un Français, Monsieur Vatrelos. Et donc, ils avaient fait ça là-dessus et c'était équilibré puisque il y a plusieurs théories s'affrontent sur qu'est-ce qui est arrivé à cet avion. Et la plus crédible, à mon sens, c'est celle d'une journaliste du Monde qui s'appelle Florence de Changy et qui est très proche de Monsieur Vatrelos et qui dit qu'en fait l'avion a été descendu en vol par les Américains parce qu'il contenait un truc que les Chinois ne devaient pas récupérer, qui était un chargement ultra secret et très lourd, 2 tonnes 8, je crois, de matériel, tu vois, secret et l'avion se dirigeait vers la Chine. Il fallait pas que ça arrive en Chine. Bon. Mais il y avait d'autres théories que je trouve absolument abracadabrantesques, où on retrouve un flaperon à l'île de la Réunion, alors que l'avion est tombé en mer de Chine, et le flaperon, et qui sont plus ou moins, à mon avis, qui viennent de gens qui sont payés au sens propre pour raconter des fadaises et qu'on se dise que cet avion a eu un malheureux accident parce que le pilote est devenu fou, etc. Donc c'est pareil dans l'affaire Allègre, il va y avoir ce qu'on a entendu depuis le début, en disant tout ça était faux, c'est un complot, les ex-prostituées ont menti, le gendarme Roussel était fou, et puis il y aura aussi ce que je dirais moi, c'est-à-dire non, les ex-prostituées ont dit la vérité, et elles ont mis 2 ans à le dire au gendarme Roussel, en lui disant tu vas exploser en vol. Et lui, non, allez-y, c'était un gendarme. Bon, après, ils l'ont foutu à la retraite à 42 ans. C'était un gendarme, le gars, il y allait. Il voulait la vérité. Puis quand il a eu la vérité, il s'est dit, maintenant, c'est bon. Donc ça veut dire que Allègre, sur lequel j'enquête, n'est pas qu'un serial killer, c'est aussi un pourvoyeur de réseau. Et là, l'enquête s'est arrêtée. Il a été remplacé immédiatement et puis viré. Ouais. Et puis et les ex-prostituées en prison. Voilà. Que d'affaires, que de révélations. Mais en tout cas, une fois de plus, cher Karl, un immense merci d'être venu sur Juste Milieu, une fois de plus. Rémi, j'ai vu la lumière, je suis passé. Et ben voilà, c'est l'esprit Juste Milieu, c'est Juste Bistrot, voilà. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, on le redit, c'est l'envers des affaires, numéro 13, dans tous les kiosques, pour creuser. Voilà, l'affiche, elle est là, la première page, c'est dans les kiosques, et puis, vous le savez, Karl Zéro TV, on en a parlé, et puis on va sûrement se retrouver bientôt sur Juste Milieu, voilà. Le rendez-vous est pris pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, cher Karl, à très bientôt, et chers spectateurs, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt sur Juste Milieu. Je vous embrasse.